Nous nous tournons souvent vers le passé pour nous comprendre. Ce soir, nous nous penchons sur l'année 1882 et sur l'histoire tragique de Lord Frederick Cavendish. C'est une affaire qui nous rappelle que, derrière les documents historiques, se cachent de vraies personnes, dont la vie a été irrémédiablement transformée par les événements. Voici leur histoire, telle qu'elle peut être racontée. Au printemps 1882, l'atmosphère politique en Irlande était lourde de tensions. Des années de troubles agraires, connues sous le nom de guerre de la terre, avaient dressé les métayers contre les propriétaires terriens, et la réponse du gouvernement britannique avait oscillé entre réforme et répression. Dans une tentative d'apaiser le tumulte, le Premier ministre William Gladstone chercha une nouvelle voie, celle de la conciliation. Son instrument pour cette politique était Lord Frederick Cavendish, un homme politique respecté et modéré, qui était également le neveu de sa femme. Le 6 mai 1882, Lord Cavendish arriva à Dublin pour assumer son nouveau rôle de secrétaire en chef pour l'Irlande. Sa nomination était vue comme un symbole d'espoir, une chance de combler le fossé entre la domination britannique et les aspirations du peuple irlandais. Il apportait avec lui la promesse d'une nouvelle approche, plus clémente, et arrivait dans une ville qui était au cœur même du conflit qu'il était censé résoudre. Sous la surface de la vie officielle de Dublin, un élément bien plus radical était à l'œuvre. Une société secrète, se faisant appeler les Invincibles nationaux irlandais, s'était formée avec un but unique et violent. En tant que groupe dissident d'organisations nationalistes plus traditionnelles, les Invincibles rejetaient la négociation politique et croyaient que seul l'assassinat ciblé de fonctionnaires britanniques clés pourrait briser l'emprise de l'administration du château de Dublin. Leur cible principale n'était pas le secrétaire en chef nouvellement arrivé, mais un homme qui incarnait la permanence de la domination britannique en Irlande, Thomas Henry Burke. Burke était le sous-secrétaire permanent, le plus haut fonctionnaire du gouvernement irlandais. Avec des décennies d'expérience, il était considéré comme la mémoire institutionnelle et le chef opérationnel de l'administration britannique. Pour les Invincibles, il était le principal architecte de la répression et le symbole d'un régime oppressif. Pendant des mois, ils avaient méticuleusement planifié sa mort, surveillant ses allées et venues et attendant le moment opportun pour frapper. Le soir de son arrivée, après avoir prêté serment au château de Dublin, Lord Frederick Cavendish décida de se rendre à pied à sa nouvelle résidence, la loge du secrétaire en chef, située dans l'immense parc de Phoenix. C'était une agréable soirée de printemps, et le parc était rempli de Dublinois qui profitaient du beau temps. Alors qu'il marchait le long de l'allée principale, Cavendish doubla par hasard Thomas Burke, qui se trouvait dans un fiacre. Se reconnaissant, Cavendish congédia sa propre escorte et rejoignit Burke, qui descendit de son fiacre pour accompagner le nouveau secrétaire en chef sur le reste de sa promenade. Les deux hommes, l'un le nouveau visage d'une nouvelle politique et l'autre le symbole durable de l'ancienne garde, marchaient ensemble, absorbés par la conversation. Ils étaient désarmés et sans escorte, de hauts fonctionnaires profitant d'une simple promenade dans un parc public, complètement inconscients d'être observés et que l'un d'eux avait été désigné pour mourir. Alors que Cavendish et Burke s'approcha du monument de Phoenix, un groupe d'hommes, membres des Invincibles, s'approcha d'eux. Les assassins attendaient leur cible, Thomas Burke, et la présence inattendue de Lord Cavendish ne les dissuada pas de leur mission. L'attaque fut d'une rapidité et d'une brutalité choquantes. Les assaillants, armés de longs couteaux de chirurgien pour éviter le bruit des armes à feu, encerclèrent les deux fonctionnaires. Joe Brady, l'un des principaux assassins, attaqua Burke, tandis que d'autres s'en prirent à Lord Cavendish, qui tenta de défendre son compagnon avec ses mains nues et un petit parapluie. En quelques instants, les deux hommes gisaient morts sur l'herbe. Les agresseurs se dispersèrent immédiatement, se fondant dans la foule du soir, laissant derrière eux une scène d'horreur. Un cycliste de passage fut le premier à découvrir les corps, pensant d'abord qu'il avait trébuché sur deux ivrognes qui étaient tombés. La terrible vérité ne tarda pas à apparaître. La nouvelle du double meurtre, qui sera à jamais connue sous le nom de meurtre de Phoenix Park, provoqua une onde de choc en Irlande, en Grande-Bretagne et dans le monde entier. L'acte fut universellement condamné,
de la reine Victoria au leader nationaliste irlandais Charles Stuart Parnell, qui fut horrifié par l'attaque et proposa de démissionner de son siège au Parlement. Les meurtres furent perçus non seulement comme un crime, mais comme un assaut direct contre la possibilité de paix. La politique de conciliation de Gladstone était en ruine, détruite au même instant que la vie de son neveu. À Londres, le gouvernement fut plongé dans une crise et une atmosphère de vengeance remplaça toute idée de réconciliation. À Dublin, l'administration était paralysée par le choc et la peur. Les meurtres avaient atteint l'objectif à court terme des Invincibles, qui était d'instaurer la terreur au cœur de la domination britannique, mais ce faisant, ils avaient déclenché une tempête politique qui allait consumer toute l'Irlande. La police métropolitaine de Dublin fut soumise à une pression immense pour retrouver les tueurs. L'enquête fut dirigée par le surintendant John Malone, chef de la division des détectives et homme reconnu pour son talent et sa détermination. Cependant, l'enquête initiale ne donna presque rien. Phoenix Park était rempli de monde, pourtant peu de témoins se présentèrent, et ceux qui le firent fournirent des descriptions vagues et contradictoires. Un redoutable mur du silence érigé par un mélange de peur et de sympathie nationaliste se dressait devant la police. Pendant des mois, l'enquête piétina. Le gouvernement britannique, frustré, adopta la loi sur la prévention des crimes, une législation sévère accordant à la police de nouveaux pouvoirs d'arrestation et d'interrogatoire. Malgré des centaines d'arrestations et une récompense massive offerte pour toute information, l'identité des assassins resta un mystère, et les Invincibles semblaient avoir commis le crime parfait. La percée dans l'affaire ne va pas de la rue, mais des rangs même des Invincibles. En janvier 1883, 8 mois après les meurtres, le travail minutieux du surintendant Malone porta enfin ses fruits. Il arrêta de nombreux suspects, dont un homme nommé James Carey, conseiller municipal et organisateur clé au sein de la société secrète. Face à la perspective de la potence et tenté par une offre d'immunité du gouvernement pour quiconque fournirait des preuves contre les meneurs, Carey prit une décision qui allait sceller le destin de ses camarades et le sien. Il accepta de devenir un informateur. Lors d'un témoignage secret, Carey révéla toute la conspiration. Il nomma les hommes qui avaient planifié l'attaque et ceux qui l'avaient exécutée, fournissant aux autorités le récit détaillé et de première main dont elles avaient désespérément besoin. Sa trahison dévoila la conspiration des Invincibles et donna à l'accusation la clé pour résoudre l'affaire. Le témoignage de James Carey conduisit à une série de procès sensationnels qui captivèrent l'attention du public. Avec Carey comme témoin vedette pour la couronne, le mur du silence fut brisé et le dossier de l'État devint irréfutable. Un par un, les hommes qui l'avaient impliqué furent traduits en justice. Les preuves qu'il fournit étaient d'une précision effrayante, décrivant la planification, le motif et l'exécution du complot. Malgré leur attitude de défi au tribunal, l'issue était courue d'avance. 5 membres des Invincibles, Joe Brady, Daniel Curley, Michael Fagan, Thomas Caffrey et Tim Kelly, furent reconnus coupables de meurtre et condamnés à mort. Entre mai et juin 1883, ils furent tous pendus à la prison de Kilmainham. Les procès avaient apporté ce que le gouvernement considérait comme la justice. Mais pour de nombreux Irlandais, les hommes exécutés étaient vus comme des martyrs, tandis que l'informateur, James Carey, était considéré comme le traître ultime. Après avoir obtenu les condamnations, le gouvernement britannique tint sa promesse envers James Carey. Sous une nouvelle identité, lui et sa famille embarquèrent secrètement sur un navire, le Kinfounds Castle, en route pour une nouvelle vie en Afrique du Sud. Mais l'influence du nationalisme irlandais était profonde. À bord du même navire se trouvait un homme nommé Patrick O'Donnell, un maçon irlandais du comté de Donegal qui avait vécu en Amérique. Pendant le voyage, O'Donnell découvrit la véritable identité de Carey. Le 29 juillet 1883, au large du Cap, O'Donnell confronta Carey et l'abattit. Le vengeur fut rapidement arrêté, renvoyé à Londres pour y être jugé, et malgré une importante campagne publique en faveur de la clémence en Irlande et en Amérique, il fut lui aussi reconnu coupable de meurtre et pendu à la prison de Newgate. Le cycle de violence qui avait commencé à Phoenix Park avait atteint sa conclusion sanglante à des milliers de kilomètres de là, démontrant la passion et l'amertume qu'avait inspiré le crime original.
Les meurtres de Phoenix Park ont projeté une ombre longue et durable sur les relations anglo-irlandaises. L'effet immédiat fut la mort de la politique de conciliation de Gladstone et la mise en œuvre de mesures de coercition plus sévères en Irlande. À plus long terme, les meurtres ont gravement nui à la cause de l'autonomie irlandaise. Ils ont donné aux opposants politiques en Grande-Bretagne l'argument selon lequel les nationalistes irlandais étaient indissociables des criminels violents, une accusation qui entacherait le processus politique pendant des années. L'événement est devenu un moment sombre et crucial dans la lutte pour l'indépendance de l'Irlande, une tragédie née du désespoir qui, en fin de compte, a fait reculer la cause même qu'elle était censée servir. L'histoire de Lord Frederick Cavendish et de Thomas Burke est un rappel solennel de la façon dont un seul acte de violence politique peut modifier le cours de l'histoire, laissant derrière lui un héritage complexe de martyrs, de trahisons et de conflits non résolus. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Réfléchir à ces événements passés est une façon de se souvenir des personnes impliquées et de l'impact de leurs histoires sur leur communauté. Si vous avez des réflexions sur l'affaire d'aujourd'hui, nous vous invitons à les partager respectueusement dans les commentaires ci-dessous. Nous espérons que vous nous rejoindrez pour notre prochaine affaire de crime réel.